C'est dans un état bien particulier que j'écris ces mots. Car cette nuit sera la dernière. Je suis sans le sou, au terme de mon supplice de drogué, ne supportant plus la vie sans sa dose. Et je ne puis endurer plus longtemps cette torture. Je vais sauter par la fenêtre, me jeter dans cette rue sordide. Ne croyez pourtant pas que la morphine dont je suis l'esclave ait fait de moi un être faible ou dégénéré. Lorsque vous lirez ces quelques pages hâtivement griffonnées, vous comprendrez, même si vous ne pourrez jamais le saisir pleinement, que je n'ai d'autre alternative que l'oubli ou la mort. Tout a commencé dans l'une des régions les plus désertes du vaste Pacifique. J'étais le subrécargue d'un paquebot attaqué par un destroyer allemand. La Grande Guerre en était à ses débuts, et les forces navales ennemies n'avaient pas encore atteint leur stade ultime de dégradation. Par conséquent, notre vaisseau constituait encore une proie de choix, et son équipage fut traité avec toute la considération due. Nos geôliers se montrèrent si libéraux que, 5 jours après notre capture, je réussis à m'enfuir seul, sur un petit bateau, avec de l'eau et des vivres suffisants pour survivre quelque temps. Une fois éloigné du bateau ennemi, je m'aperçus que je n'avais aucune idée de l'endroit où je me trouvais. N'ayant jamais été un bon marin, je ne pus que constater, d'après la position du soleil et plus tard des étoiles, que j'étais quelque part au sud de l'équateur. Mais j'ignorais tout de la situation exacte, et il n'y avait en vue aucune côte, aucune île, pour m'en donner la moindre indication. Le temps était au beau fixe, et durant des jours je voguais sans but sous un soleil de plomb, espérant voir passer un navire à l'horizon ou rejoindre une terre habitable. En vain, aucune terre hospitalière, aucun bateau ne se montra. Dans ma solitude, je commençais à désespérer devant l'infini de cet azur sans fin. Le changement advint tandis que je dormais. Comment se produisit-il? Je n'en sais rien. Mon sommeil, bien que troublé et agité de rêves multiples, avait été très lourd. Lorsque je m'éveillais, je découvrais que mon corps avait été, comme par un étrange phénomène de succion, à demi happé par une sorte de boudin noir d'encre, qui s'étalait autour de moi en ondulation monotone à perte de vue, et dans laquelle, non loin, mon bateau était échoué. En découvrant cette scène prodigieuse et surprenante, j'aurais pu rester frappé de stupeur et d'étonnement. Mais en réalité, je fus saisi d'une immense panique. Car il y avait dans l'air et sur le sol jonché de pourriture un je ne sais quoi de sinistre qui me glaça d'effroi. Des carcasses de poissons morts, une foule d'objets indescriptibles affleuraient en protubérance à la surface de cette étendue de fange, rendant la région entièrement putride. Jamais je ne pourrais décrire telle que je la vis, cette hideur innommable baignée dans le silence absolu d'une immensité nue. Rien à écouter, rien à voir, sauf un vaste territoire de vase. Le soleil étincelait dans un ciel sans nuages qui me semblait presque noir, comme s'il reflétait lui-même le marais d'encre sous mes pieds. Rampant pour rejoindre mon bateau, je me rendis compte qu'il n'y avait qu'une seule explication. Lors d'une éruption volcanique, une partie des grands fonds océaniques avait dû émerger, ramenant ainsi à la surface les régions restées cachées sous d'insondables profondeurs aquatiques depuis des millions d'années. Cette nouvelle terre était tellement immense que même en tendant l'oreille, je ne percevais aucune houle marine. Aucun oiseau de mer ne venait se poser sur ces choses mortes. Pendant plusieurs heures, je restais assis à réfléchir dans mon bateau couché sur le côté, me protégeant légèrement du soleil. À mesure que le jour avançait, le sol se fit moins humide. Il semblait sécher et durcir, me permettant bientôt de m'y aventurer. Cette nuit-là, je dormis à peine. Le lendemain, je préparais un pactage de vivres et d'eau, en vue d'un voyage à travers ces terres, à la recherche de la mer évanouie, dans l'espoir d'une délivrance. Le 3e matin, je sentis que le sol était suffisamment sec pour que je puisse marcher sans difficulté. L'odeur des cadavres de poissons était pestilentielle, mais j'étais tellement préoccupé de mon propre salut qu'elle ne me gêna pas outre mesure. Rassemblant tout mon courage, je partis pour une destination inconnue. Tout au long de la journée, je marchais vers l'ouest, en
direction d'un monticule qui se détachait à l'horizon de ce désert. Je campais à même le sol cette nuit-là et, le lendemain, je poursuivais mon chemin vers le but que je m'étais fixé, bien que celui-ci me parut à peine plus proche que le premier jour. Le 4e soir, j'atteignis le pied de la colline qui se révéla plus haute qu'elle ne m'était apparue de loin. Trop fatigué pour en faire l'ascension, je décidai de dormir à l'ombre de ses flancs. Je ne sais pas pourquoi mes rêves furent si délirants cette nuit-là, mais avant même que la lune blême et gibbeuse ne s'élevât au-dessus de la plaine orientale, je me réveillai couvert d'une sueur glacée, et je décidai de ne plus fermer l'œil. Les visions qui s'étaient imposées à mes yeux étaient trop horribles pour que je puisse les supporter une fois de plus. À la lumière rougeoyante de la lune, je constatais combien j'avais été imprudent d'entreprendre ce voyage en plein jour. Il m'aurait coûté moins d'énergie de le faire lorsque le soleil aveuglant et brûlant était absent de l'horizon. Cependant, je me sentais désormais la force de faire l'ascension qui, la veille au crépuscule, m'avait semblé irréalisable. Après avoir ramassé mon bagage, je me dirigeais vers la crête. La monotonie de la plaine était pour moi une source d'horreur diffuse, mais cette horreur devint plus forte lorsque j'atteignis le sommet et que j'aperçus en contrebas, sur l'autre versant, des gorges si profondes que la lune, n'ayant pas encore atteint son apogée, ne pouvait en éclairer tous les sombres replis. Je me sentis au sommet du monde, penché sur le chaos insondable d'une éternelle nuit. Je me souvins du paradis perdu, et une satanique laideur monta des royaumes des ténèbres. À mesure que la lune s'élevait dans le ciel, je commençais à voir que les bords de la vallée n'étaient pas aussi abrupts que je l'avais pensé. Au contraire, après une pente abrupte de quelques 100 pieds, la déclivité se faisait progressive, permettant une descente relativement aisée. Pressé par je ne sais quelle impulsion, je dévalais la côte. C'est alors que je me trouvais devant des profondeurs stygiennes où la lumière n'avait jamais pénétré. Soudain, mon attention fut attirée par un objet immense et singulier qui se dressait sur la pente opposée, à 100 yards de moi. Un objet blanc qui brillait sous les rayons de la lune. Il s'agissait tout simplement d'un gigantesque bloc de pierre. Mais je sentis qu'il n'était pas une œuvre de la nature. En l'observant avec plus d'attention, d'étranges sensations s'emparèrent de moi. Il était énorme, et depuis la genèse, il avait reposé dans un abîme au fond des mers. En dépit de tout cela, je sus immédiatement que cet étrange bloc était un monolithe aux proportions parfaites, assurément travaillé par l'homme et peut-être même vénéré par d'autres créatures vivantes douées de la faculté de penser. Stupéfait et effrayé à la fois, mais aussi, je l'avoue, non sans éprouver ce fameux frisson du plaisir de la découverte qui habite le savant ou l'archéologue, j'examinais les alentours avec plus de soin. La lune, proche du zénith, brillait d'une lueur étrange et crue au-dessus des flancs de la vallée qui dominait la crevasse. Je m'aperçus qu'un flot puissant dévalait les pentes du gouffre. L'eau commençait déjà à me mouiller les pieds. Autour de moi, des vaguelettes léchaient la base du monolithe cyclopéen, à la surface duquel je pus alors distinguer des inscriptions hiéroglyphiques et des bas-reliefs. Je n'avais jamais vu dans mes livres une écriture semblable, composée de symboles aquatiques, poissons, crustacés, pieuvres, mollusques, baleines et d'autres habitants de l'océan. De nombreux idéogrammes représentaient de toute évidence des objets marins inconnus de notre monde, et que j'avais vus en décomposition au cours de mon étrange équipée sur le grand océan fangueux. Cependant, ce furent les bas-reliefs qui me terrorisèrent. Ils étaient parfaitement visibles, car ils s'élevaient bien au-dessus de la nappe d'eau envahissante. Doré les aurait contemplés avec passion. Je pense que ces sculptures voulaient représenter des hommes, ou tout au moins une certaine catégorie d'hommes. Ils jouaient comme des poissons dans des grottes sous-marines, ou bien se trouvaient réunis dans un sanctuaire monolithique reposant au fond des eaux. Je n'ose pas les décrire en détail, car il me suffit d'évoquer leur image pour défaillir. Plus horrible encore que les personnages qui hantaient l'imagination délirante de Poe ou de Bulwer, ils avaient une allure odieusement humaine, malgré leurs pieds palmés, leurs mains molles, leurs lèvres énormes, leurs yeux gonflés et d'autres traits encore plus déplaisants. Ces créatures semblaient avoir été sculptées sans souci des proportions. La baleine succombant sur le bas-relief, victime de l'une de ces créatures, était à peine plus grande que son agresseur. Je décidai que ces personnages grotesques ne pouvaient être que les dieux imaginaires de quelques tribus de pêcheurs ou de marins, engloutis avant même que naquît le tout premier ancêtre de l'homme de Piltdown ou de Néandertal. Saisi de crainte devant ce spectacle d'un passé si reculé que le plus audacieux des anthropologues n'en pourra jamais concevoir de plus lointain, je demeurai dans cette contemplation, tandis que la lune jetait des reflets bizarres sur le chenal qui s'étalait devant moi. Soudain, je vis la chose.
Dans un léger remous au-dessus des eaux troubles, elle émergea. D'un aspect répugnant, d'une taille aussi imposante que celle de Polyphème, ce gigantesque monstre de cauchemar s'élança rapidement sur le monolithe, l'étreignit de ses grands bras couverts d'écailles et inclina sa tête hideuse en proférant une sorte d'incantation. Je pense que c'est à cet instant précis que je suis devenu fou. De mon escalade frénétique sur la falaise, de ma journée de délire sur le bateau échoué, je me souviens à peine. Je crois que j'ai beaucoup chanté et ri bizarrement lorsque je ne pouvais plus chanter. J'ai le vague souvenir d'un violent orage éclatant alors que j'avais atteint le sommet de la falaise. Je suis sûr d'avoir entendu le tonnerre et d'autres bruits que la nature n'aimait que lorsqu'elle est déchaînée. Quand je suis sorti des ténèbres, je me trouvais dans un hôpital de San Francisco, où m'avait déposé le capitaine d'un bateau américain qui m'avait recueilli en plein océan. J'avais longtemps déliré, mais on semblait avoir fait peu de cas de mes récits. Mes sauveteurs n'avaient entendu parler d'aucun tremblement de terre dans le Pacifique, et je n'ai guère insisté. À quoi bon leur parler d'une chose qu'ils ne pourraient croire? Un jour, j'ai rencontré un célèbre ethnologue amusé par mes questions sur l'antique légende philistine de Dagon, le dieu poisson. Je m'aperçus bientôt que ce savant était désespérément conventionnel, et j'arrêtai là mon enquête. C'est la nuit, quand la lune gibbeuse décline, que je vois la chose. J'ai bien essayé la morphine, mais elle n'a amené qu'un léger sursis, et de plus, elle a fait de moi son esclave. Maintenant que j'ai achevé d'écrire ce qui informera ou fera rire mes contemporains, je vais en finir. Souvent, je me suis demandé si tout cela n'était pas un simple fantasme, le résultat d'un accès de fièvre juste après mon évasion du vaisseau allemand. J'ai beau mettre en doute ces horribles souvenirs, cette vision hideuse me poursuit sans trêve. Je ne peux songer à la haute mer sans revoir, en frémissant, ces êtres sans nom nageant et pataugeant dans leur lit de vase, adorant leurs vieilles idoles de pierre, gravant leur image sur des obélisques de granit immergés. Mon rêve étrange se poursuit et je vois le jour où ils s'élèveront au-dessus des flots pour engloutir l'humanité affaiblie par les guerres. Ce jour-là, les terres s'enfonceront et le fond des sombres océans se dressera au-dessus des eaux pour envahir l'univers. La fin est proche. J'entends un bruit à ma porte, comme si un gigantesque corps rampant s'était glissé jusque chez moi. Il ne me trouvera pas. Mon Dieu, cette main! La fenêtre! La fenêtre!